Bonsoir, docteur B. Bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle ce soir? Candidat? Candidat président? Monsieur le président? Candidat. Je crois que la réalité, c'est que je suis candidat. D'accord. Il faut remettre la charrue avant le bœuf. Attendons peut-être le 12 octobre. Si les femmes font son travail. Je souhaite en tout cas qu'au soir du 12 octobre, que les Camerounais vous accordent leur confiance. Merci. Mais pour ce faire, vous avez besoin de les convaincre ce soir. Exactement. De leur faire comprendre que vous êtes le meilleur. Exactement. Et que vous êtes à même d'être le médecin qui va soigner, je vais dire, le mal qui les ronge depuis longtemps. Et donc, je crois que vous savez que la formule consacrée, populaire, c'est changement. Donc, j'espère que vous serez l'homme du changement. Merci. Pour ce faire, docteur Agbé, je vais éviter les terminologies que vous et moi savons parfois rébarbatives et qui égarent très souvent. Vous savez qu'en économie, les terminologies sont parfois très hermétiques, ce qui fait qu'au bout d'un débat, parfois les gens se perdent et ils ne s'en sortent pas. Donc vous et moi, nous allons revenir ce soir à des proportions bassement terre à terre. Je souhaiterais qu'au sortir de cette émission, que le Camerounais lambda, les lecteurs lambda qui vous suit en ce moment, qu'ils se disent « j'ai de belles raisons, n'est-ce pas, d'accorder ma confiance au candidat, au docteur Agbé, parce qu'il est le mieux à même de m'apporter, de me garantir un mieux-être, n'est-ce pas, après le 12 octobre. » Alors, docteur Agbé, j'ai parcouru votre programme de long en large, j'ai lu le synopsis que vous avez produit, mais je n'ai pas vu une chose qui m'a marqué. Vous n'avez pas fait un état, vous n'avez pas prévu de faire un état des lieux pour suffisamment comprendre l'état de délabrement de notre tissu économique, industriel, tout ce que vous voulez, et l'état de délabrement de nos finances publiques. Comment est-ce que vous pensez appliquer votre programme sans faire un état des lieux? Est-ce que ce ne serait pas avoir la prétention d'installer un lit douillet avec des draps blancs dans une porcherie? Non, l'état des lieux, pour moi, il est évident. N'oubliez pas, nous avons ici un livre qui a déjà 500 pages. Hein. Dans certains domaines, j'ai fait un certain état des lieux. Mais dans d'autres, c'est vrai que j'aurais pu entrer dans beaucoup plus de détails, mais ça aurait fait peut-être un livre de 1000 pages. Donc, vraiment difficile à gérer du point de vue intellectuel. Mais puisque vous êtes avec les spectateurs là maintenant, voilà, et qu'il faut effectivement faire ce diagnostic-là, pour vous, quels sont les principaux problèmes auxquels il faut s'attaquer au Cameroun si demain vous êtes élu président de la République, du point de vue, par exemple, des questions économiques? Questions économiques, il y a la question de l'énergie. Je vous donne l'état des lieux. On a des coupures tout le temps. Elles sont dues à une demande qui croît beaucoup plus fortement que l'offre. Et pour avoir une électricité de plus ou moins bonne qualité dans un pays, il vous faut une puissance installée d'à peu près 1 kW par habitant. 30 millions d'habitants au Cameroun, c'est 30 000 mégawatts. Hein, on a besoin de 30 000 mégawatts. Vous savez combien on en a? 1500 à 2000 mégawatts seulement. Donc il nous faut à peu près 28 000 mégawatts. Et 28 000 mégawatts, c'est quoi? Installer 1 mégawatt de puissance coûte à peu près 2 millions de dollars. 28 000 mégawatts, c'est à peu près 60 millions de dollars. 37 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est le diagnostic. Et 37 000 milliards de francs CFA, c'est combien? C'est 5 fois le budget de l'État pour 2025, qui est autour de 7 500 milliards. Donc, c'est-à-dire que si l'État refusait de payer les enseignants, refusait de payer tout le monde, et mettait tout l'argent du budget uniquement dans l'électricité, ça lui prendrait 5 ans minimum pour atteindre ses objectifs. Voilà l'état des lieux. La route. D'après les standards de la Banque mondiale, nous avons besoin de 0,5 km de route par kilomètre carré. Et pour les pays développés, 1,5 km de route par kilomètre carré. Multiplié par la surface du Cameroun. Docteur, j'ai des questions précises sur dans chacun de ces domaines, l'état des infrastructures et autres. Voilà. Mais pour moi, faire l'état des lieux, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez une idée? Quel est le premier poste budgétaire dans notre structure aujourd'hui? Quel est le premier poste dans notre structure budgétaire aujourd'hui? Bon, je sais qu'il y a le service de la dette qui coûte très cher, mais en fait, c'est un problème de classification. C'est combien? Ouf, quand vous ajoutez l'intérêt plus les amortissements, si je me souviens... Non, je parle du premier poste budgétaire. Quel est le premier poste budgétaire aujourd'hui? Vous voulez faire déjà quoi? Question prioritaire, ce par quoi il faut attaquer la question de l'économie? Je vais par là dire ceci. Pour pouvoir, je procède là comme un médecin,
pour avoir la prétention de soigner un mal, il faut le connaître en profondeur. C'est-à-dire que le diagnostic devrait vous permettre, je parle de la structure budgétaire du Cameroun en l'état actuel. Quel est le premier poste budgétaire dans notre structure? Quand vous dites poste, ça dépend de la classification que vous utilisez. Non, dans une certaine classification, non, là, je vous dis, il y a un poste marquant, c'est le service de la dette. Quand vous, je pense... Qui est de combien? On était autour de 2000 milliards, hein, quand on additionne, autour de 2000 milliards. C'était assez élevé. Je me souviens que c'était plus ou moins 2 fois ce qu'on dépensait, à peu près 2 fois ce qu'on dépensait pour suivi de quel poste? De l'éducation. Non, je n'ai pas vu ça de cette manière. D'accord, je vous donne un exemple. Je vous dresse l'état des lieux. Voilà notre structure budgétaire aujourd'hui qui est d'environ, qui est de 7300 milliards à peu près. Oui. Le premier poste budgétaire de notre structure, c'est le service de la dette. Je ne parle pas du prise en charge de capital qui est le second poste. Les deux font à peu près 52,5% de notre budget. C'est assez élevé. C'est assez élevé. Comment vous comptez vous attaquer à ce problème de l'endettement? Déjà, en réorganisant l'État pour qu'il se focalise dans les domaines où on a besoin de lui. C'est-à-dire éducation, recherche, culture, sociale, justice, sécurité et défense. Ça ne règle pas le problème de l'endettement. Non, attendez. On ne va pas le régler en un jour. Attention. On ne va pas le... Parce que c'est une accumulation. C'est ça la dette. Accumulation des déficits passés. C'est ça la dette. Vous n'allez pas régler ça en un jour. Mais vous allez réorganiser l'État pour que justement, vous commenciez à régler ce problème et que la dette commence à baisser. Si vous me parlez, docteur, si vous me parlez... Non, c'est là qu'il faut qu'il développe pour que ça permette de comprendre exactement... Non, je sais exactement où on veut partir et il ne faut pas qu'on s'égare. Si vous me parlez, parce que je vous parle de l'endettement, qui est très lourd. Alors, si vous me ramenez à l'éducation et à la santé, vous parlez là du secteur social, qui est un secteur non productif et qui a besoin, docteur, qui a besoin, n'est-ce pas, du secteur productif pour être financé. C'est ça mon problème. Or, je vous fais comprendre qu'aujourd'hui, en l'état actuel au Cameroun, on a de la peine à financer le secteur non productif, qui sont les secteurs sociaux. Pourquoi? Justement parce qu'on a un état d'endettement qui est très lourd. Comment est-ce que vous pensez vous attaquer au problème de l'endettement dans notre pays, sans lequel on ne peut pas s'attaquer au problème de la croissance? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Je vous dis que l'endettement est lié au déficit passé. L'idée ici, c'est de fournir les services publics de manière efficace sans vivre au-dessus de ses moyens. Parce que tant que vous avez les déficits, vous ne pourrez pas réduire cette dette. Ici, l'idée, c'est quoi? 1. Nous devons réorganiser l'État pour que tous les services publics, toutes les missions publiques qui sont rentables, comme les routes, les ports, les aéroports, même les hôpitaux, soient confiés à des entreprises populaires, c'est-à-dire vous, qui allez désormais les gérer et les financer et sanctionner les leaders, les choisir, les limoger et sanctionner ces leaders si jamais ils ne font pas du bon travail. L'État va rester présent, mais de manière indirecte, à travers le fonds d'amélioration des revenus de la population qui va aider les pauvres à acheter les actions dans ces entreprises populaires. Donc l'État, déjà, confie une partie des postes de dépenses au peuple, parce que le peuple peut mieux les gérer que l'État, et le peuple a beaucoup plus d'argent que l'État. Maintenant, ce qui va rester, les secteurs, vous les appelez sociaux, mais je dirais que ce sont les secteurs entre guillemets régaliens. Ils ne sont pas rentables, mais ils doivent être fournis. Éducation, recherche, culture, sociale, justice, sécurité et défense. Et là, son champ d'action devient réduit. Et là, maintenant, ça dégage des marges de manœuvre budgétaire qui permettront justement à l'État de ne plus avoir cette pression sur les déficits. Maintenant, une autre source de déficit, c'est souvent le faible niveau des revenus. Avec les téléphones et l'application de l'État qui permettra aux Camerounais d'utiliser cette application pour leurs transactions quotidiennes. Parce que si vous voulez, par exemple, que payer moins d'impôts, vous avez intérêt à ce que l'État sache ce que vous avez dépensé. Parce que l'impôt sera assis, non plus sur le revenu brut comme on voit maintenant, après quelques abattements, l'impôt sera assis sur le revenu net, c'est-à-dire ce que vous recevez moins ce que vous avez dépensé. Mais pour que ce que vous avez dépensé compte, il va falloir passer par le système. Et avec cela, avec ce nouveau système, on élargit l'assiette fiscale. Et oui, on élargit l'assiette fiscale et ça fait plus de revenus, ça permet à l'État de maintenir des services de bonne qualité dans ces 5 secteurs et en même temps de réduire les déficits. Lorsque vous commencez à réduire les déficits, vous commencez à régler le problème de la dette. Docteur, je n'ai pas très bien l'impression qu'on va dans la même direction, mais je vais vous dire une chose. J'ai comme l'impression que vous avez placé le socle de votre développement sur un concept qui vous est cher, vous appelez ça entreprise populaire. Dites-nous en plus.
Oui, oui. Je vous ai parlé. Non, ce sont des entreprises qui sont de droit mixte. Ce sont des nouvelles entités qui sont créées dans la Constitution qui vont remplacer les entreprises publiques. L'État... Vous ne nous ramenez pas au communisme là? Non, 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 c'est le marché qui détermine. Ce sont juste, je vous dis, c'est des droits mixtes. Vous avez elles seront gérées. Comment? Vous avez un exemple quelque part? Vous avez un exemple, n'est-ce pas, de... Je veux dire qu'un système qui a été appliqué de la même façon ailleurs et qui peut nous inspirer. Parce que là, le système d'entreprise populaire dont je crains que vous ne soyez en train de nous ramener dans une espèce de communautarisation de l'outil de production. Non. Est-ce que vous savez ce qu'est un marché financier? Les actions que vous achetez dans les entreprises, c'est quoi? Je comprends très bien. Mais ici, tout simplement, tout ce que je dis, c'est le modèle habituel de financement des entreprises. Sauf qu'ici, l'exigence, c'est que l'action soit à 100 francs pour permettre à tout le monde de l'acheter. C'est tout. Et la seule différence entre ces entreprises et les entreprises privées classiques, c'est qu'elles auront une obligation constitutionnelle de donner une suite favorable aux requêtes du président de la République. Si le président de la République leur demande, par exemple, lever 500 milliards pour financer tel tronçon de route, elles devront le faire. C'est la seule contrainte. Aujourd'hui, l'État, le président de la République ne peut pas demander à l'entreprise X de faire, privée X de faire quoi que ce soit. Il n'a pas le droit de le faire, il n'a pas sur le plan légal. Mais sur le plan légal, ces entreprises auront l'obligation de faire ce que le président leur demande, tout en gardant leur mode de gestion qui ressemble au privé. C'est exactement... Sur le plan opérationnel, comment ça se passe? Comme les entreprises privées. Ce sont les actionnaires, l'Assemblée générale des actionnaires qui choisit les dirigeants. Il y a un conseil d'administration, il y a tout un tas de... Ce sera exactement comme cela. Nous limiterons, ça c'est dans votre programme, nous limiterons l'endettement de l'État car les grands projets de développement seront conduits par les entreprises populaires qui pourront lever les capitaux en émettant de nouvelles actions. Cas pratique, vous avez la route Douala-Yaoundé à faire, 800 milliards. Comment vous faites ça? Vous émettez les actions de 100 francs sur les téléphones. N'oubliez pas, en 2023, le volume de transactions mobile money sur ces téléphones était de 24 000 milliards. Écoutez-moi bien, 2023. Le volume des transactions mobile money sur ces téléphones était de 24 000 milliards. 2025, nous sommes probablement autour de 30 000 milliards minimum. Et ça n'inclut pas la diaspora, ça n'inclut pas les entreprises parce qu'elles n'utilisent pas ces transactions mobile money qui ne sont pas très souvent reconnues par l'administration fiscale. Avec l'application de l'État, tout le monde pourra les utiliser, y compris la diaspora, qui peut la télécharger et faire de la reconnaissance faciale et donc participer au financement de l'économie camerounaise comme tout le monde. Ce que je dis, c'est que le pool de financement qui est le plus élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on peut recevoir du FMI de la Banque mondiale, est ici, à nos pieds, sur nos téléphones. Et on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. C'est déjà là. Émettez les actions de 100 francs. Je dis bien 100 francs, pour que tout le monde puisse participer. Et vous allez voir ces entreprises lever ces fonds facilement. Et maintenant, cette route-là, normalement, 800 milliards, c'est même beaucoup. Non, elle n'aurait pas dû coûter 800 milliards. Ça peut pas être... Non, non, il n'y a jamais eu d'audit financier. C'est un exemple. C'est un exemple. Ok, on s'entend. Je dis cas pratique. On se comprend. C'est un exemple. Ça coûte 500 milliards. Dans tous les cas, voilà. C'est une étude détaillée qui permet de déterminer le budget de construction d'une infrastructure. C'était juste un cas pratique. Mais même si... je peux émettre les doutes sur... Parce que ça, c'est le crowdfunding que vous voulez, n'est-ce pas, généraliser. C'est ce qu'on fait dans Wall Street. Oui. C'est juste Wall Street là sur votre téléphone. Oui, mais sauf que je me pose des questions sur l'opérationnalisation. Mon problème, docteur Agbey, c'est qu'en parcourant votre programme, j'ai comme l'impression qu'il est trop aérien, il n'est ni chiffré, ni chronométré. Alors, si vous avez, par exemple... quand vous parlez d'entreprise populaire, je vous ai pris un cas pratique. Vous mettez combien de temps pour pouvoir collecter 500 milliards, par exemple? Je vous dis, vous mettez quelques minutes. Vous mettez quelques minutes? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je vous dis que le 24 000 milliards de volume de transactions, plus de 3 fois le budget de l'État. Vous savez ce que le FMI et la Banque mondiale ont donné au Cameroun ces dernières années? 3 500 milliards. Donc on va se faire humilier à Washington, alors qu'on a déjà l'argent ici. Incluez la diaspora. Donnez les téléphones à tout le monde pour avoir le maximum de gens qui peuvent financer l'économie. Et avec leurs petits enfants qui jettent au bord du lit là, vous les faites mettre ça dans le téléphone et vous financez l'État. Il y a énormément de gens qui circulent. Donc vous êtes sûr qu'en utilisant cette méthode, vous allez efficientiser beaucoup plus, n'est-ce pas, je vais dire, les prélèvements obligatoires de l'État, c'est ça? Bien sûr, parce que l'impôt sera assis sur le revenu net. Vous, quand vous recevez 100, quand vous recevez 100 francs, l'État vous taxe sur ces 100 francs après quelques abattements. Si, par exemple, vous recevez 100 francs et votre enfant tombe malade, vous dépensez 90 à l'hôpital, l'État vous taxe sur les 100 francs. Il ne prend pas en compte vos 90 que vous avez dépensés. Alors que maintenant, avec une telle application, oui, cher ami, avec une telle application,
Vous avez dépensé 90 en payant le médecin ou l'hôpital, c'est dans le téléphone. L'État sait que vous avez dépensé 100 francs, 90, et il va vous taxer sur 10. C'est la nouvelle loi fiscale. Il y aura une nouvelle loi fiscale et je compte simplifier le système fiscal camerounais. Je me lance le défi de le faire tenir sur une page. Parce qu'on n'a pas besoin de ces impôts compliqués. Notre modèle, il est déclaratif. Ça veut dire que vous déclarez ce que vous gagnez et vous payez sur ce que vous gagnez. Et l'État ne taxe pas les charges. Évidemment, l'État exclut les charges, n'est-ce pas, dans les prélèvements obligatoires. C'est un système qui est connu de tout le monde. Non, mais comment ça? Quand vous dites exclure les charges, c'est-à-dire que... Non, l'État ne taxe pas vos charges. Donc, vous déduisez vos charges, n'est-ce pas, de ce que vous payez. Toutes les charges. Oui, vous déduisez. Si vous achetez une action, par exemple, hein, c'est ça. Vous recevez 100 francs. Hein? Vous achetez une action dans l'entreprise de monsieur Duval, par exemple. L'État va prendre en compte cet achat? Ça, c'est un investissement. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Le revenu net, il est large. C'est ça l'intérêt. Ça, c'est un investissement. Non, non. C'est pas un revenu, c'est un investissement. Non, l'argent est sorti. Oui, mais c'est voilà pourquoi je vous dis le nouveau système fiscal. C'est ce que je suis en train de changer. Le nouveau système fiscal pour booster l'investissement de l'entreprise de Duval, de l'entreprise de M. Cambier, de l'entreprise de vos collaborateurs, ainsi de suite, toutes les entreprises, il va justement les enlever de vos revenus parce que les revenus nets seront un concept beaucoup plus large. Tout ce qui sort. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'étant donné que tout ce que vous avez dépensé passe aussi par son système, il sait où est allé l'argent. C'est vers là-bas qu'il va aller. Donc on ne va pas vous taxer deux fois. En fait, le système actuel, le système fiscal actuel, est en réalité une double taxation déguisée. Parce qu'on vous taxe sur ce que vous avez investi, et on taxe également dans toute l'autre entreprise ou la personne chez qui vous avez acheté. Évoluons, docteur. Voilà. Évoluons. Vous savez que l'un des plus gros problèmes du Cameroun en ce moment, c'est la question de sa balance extérieure de paiement. Et le déficit, n'est-ce pas, commercial du Cameroun est très criard. Vous avez une idée à combien se chiffre le déficit commercial camerounais en ce moment? Oh, est-ce que j'ai encore ce chiffre en tête? Probablement pas. Je ne veux pas dire une bêtise, donc je ne veux pas m'aventurer. Mais je sais qu'on a un sérieux problème dans notre balance de paiement parce qu'on ne produit pas assez chez nous. Vous savez, pour le candidat à qui je veux confier, je vais dire, ma confiance pour le 12 octobre, docteur, il m'a avoué que c'est pas... Vous devrez avoir ces chiffres-là, le déficit. En quoi est-ce que c'est pertinent, Edmond Cambier, d'avoir tous ces éléments-là? Ce sont les réserves, en fait. Ce n'est même pas le déficit qu'il faut regarder. C'est le niveau des réserves que nous avons. C'est souvent ça, en fait, le vrai problème. Parce que ce qui compte, parce que vous pouvez avoir un grand déficit, parce que vous avez importé des équipements qui vous permettent de produire un peu plus dans le futur. Donc, en fait, c'est un peu trompeur. Regarder le déficit, c'est trompeur. Ce qu'on regarde généralement, avec les systèmes actuels, avec le régime de change que nous avons, c'est le niveau des réserves. Et même cela, très souvent, il n'est même pas important si vous avez un taux de change flexible, parce que c'est le marché qui va ajuster et qui va rediriger les choses. Mais bon, ça apparaît un peu technique. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne faut pas être... Non, fais pas... Mais c'est trompeur. Non, non, c'est trompeur. Dites la vérité aux gens. OK? C'est trompeur. Le déficit, tout comme le taux de change, en réalité, très souvent, il ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, oui, cher ami, il ne veut pas dire grand-chose. Les États-Unis ont un déficit de combien? Depuis combien d'années? Oh non. Non. Je vous dis que ça ne veut pas dire grand-chose, très souvent. Il ne faut pas tromper les gens. Ce qui compte, c'est le coût c'est le niveau d'inflation. C'est le niveau d'inflation. C'est le niveau de pouvoir d'achat et son évolution dans le temps. C'est le niveau de chômage. Ce sont les variables qui sont significatives pour la population. Quel est l'intérêt de la question? Pourquoi est-ce que vous avez... L'intérêt de la question pour moi... L'impact de... Non, l'intérêt de la question pour moi, c'est comment est-ce qu'il compte limiter les importations du Cameroun et comment est-ce que vous comptez booster la production locale? Je dirais plutôt booster la production locale pour créer des emplois, pas seulement limiter les importations, parce que vous ne pouvez pas dire... J'en viens. Voilà, vous ne pouvez pas dire à un entrepreneur où acheter ses machines, par exemple. Mais vous pouvez faire en sorte que le système, l'environnement macroéconomique, l'environnement économique en général, soit incitatif. Et comment je compte le faire, par exemple? Il y a une politique qui est extrêmement importante pour nous, c'est de mettre sur pied des zones industrielles un peu partout. Chaque département doit avoir au moins une zone industrielle, un peu partout au Cameroun. Ça, c'est crucial. Une zone industrielle, c'est quoi? C'est un espace que vous aménagez, où les entreprises peuvent louer des parcelles de terrain pour construire leurs usines. Et dans ces zones, généralement, l'État apporte, à travers ces entreprises populaires dont je parle, l'eau, l'électricité, la sécurité. Et tout autour, il y a une autre entreprise populaire qui va construire des logements, un peu tout autour, pour faciliter la relocation des employés vers ces zones industrielles. Je compte en construire un peu partout au Cameroun. Au moins une zone industrielle par département. Au moins une zone industrielle par département.
D'autres en auront plusieurs. Et je compte relier ces zones industrielles à travers des voies ferrées, terrestres et aériennes. Je pense également que l'informatisation de la société, de toute la société, va permettre aux entreprises, et la simplification du système fiscal, va permettre aux entreprises d'être un peu plus, disons, productives. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paperasse. Bon, je sais qu'il y a peut-être des efforts pour améliorer les choses, mais il y a énormément de paperasse. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que quelqu'un, que ce soit une entreprise ou un ménage, passe plusieurs années sans mettre les pieds dans un bâtiment public, parce que tout sera disponible sur ses téléphones à travers ce fichier unique. Il y a également la plateforme de financement populaire, sur les téléphones également, qui devrait faciliter le financement des entreprises. Et toutes ces réformes-là, nous avons parlé tout à l'heure de l'éducation, toutes ces réformes-là permettront de faciliter la création d'entreprises au Cameroun. Maintenant, il y a un dernier point, qui est celui du fonds d'amélioration des revenus de la population. Comment vous financez ce fonds-là? Mais c'est l'argent public. Je vous ai dit, l'État réduit sa présence. Donc ça lui dégage des marges. Ça lui dégage beaucoup de marges parce que c'est une réduction drastique de la présence de l'État dans le reste de l'économie. Par exemple, l'argent qui allait aux routes, si par exemple, je ne sais pas, je ne me souviens pas combien on a mis aux routes là, je crois que c'était quelques centaines de milliards, on se focalise uniquement sur les pauvres, donc c'est une fraction de cet argent-là, qui va par exemple dans ce fonds d'amélioration des revenus. Parce que l'argent, il va toujours sur les routes, mais de manière indirecte, à travers l'aide aux pauvres, pour que les pauvres achètent les actions dans l'entreprise qui doit construire les routes. Vous voyez? Non, non, on fait d'une pierre deux coups. On fait d'une pierre deux coups. On aide à construire les routes et on réduit la pauvreté parce que ces actions s'apprécient et apporteront des dividendes. Ma question sur comment vous entendez booster la production locale, je suis en train de... Oui. Je parlais du fonds d'amélioration des revenus. Ouais. Dans ce fonds, j'ai parlé des infrastructures publiques. Il y aura également des secteurs stratégiques, comme ceux concernant l'énergie solaire, par exemple, qui seront soutenus parce que l'État pourra dire dans ces programmes d'amélioration des revenus de la population, dire aux entreprises, si vous allez par exemple dans tel secteur qui est stratégique pour nous, comme le solaire, par exemple, il y a un secteur qui me tient à cœur, celui des voitures solaires, électriques et avec panneaux solaires. Si vous allez dans ce secteur, l'État pourra, à travers ce fonds d'amélioration des revenus, aider les pauvres, allouer une fraction plus large des ressources de ce fonds vers l'achat des actions dans votre secteur stratégique, qui est celui de la production de voitures électriques et des voitures à recharge solaire. Voilà un domaine. Il y a également le domaine de la transformation des produits agricoles. Comment vous comptez améliorer l'accès pour les entrepreneurs, l'accès aux facteurs de production? Il y a déjà le financement qui sera plus facile. Maintenant, pour les machines. Non, je parle des facteurs de production. Oui, mais il y a les machines, il y a les ressources humaines. On a un problème, c'est que les coûts de facteurs de production sont parfois très élevés. Je vais vous en citer quelques-uns. L'énergie, c'est très élevé. Comment est-ce que vous comptez améliorer le coût de facteur de production, notamment l'énergie, l'eau, le téléphone, Internet? Comment est-ce que vous comptez améliorer ça pour pouvoir booster la production locale? Je vous ai parlé tout à l'heure d'énergie. Eneo sera transformé en Comment concrètement, docteur, comment est-ce que vous comptez améliorer l'offre énergétique? Vraiment, ne soyons pas aériens. Est-ce que vous avez identifié, n'est-ce pas, le moyen de financer, je vais dire, les infrastructures de production énergétique au Cameroun et dans quel délai? Je vous ai dit, on a parlé tout à l'heure de 37 000 milliards. Je vous ai fait le calcul tout à l'heure. Comment l'État n'a pas financé 37 000 milliards? Ce sont les entreprises populaires. Voilà pourquoi je vous disais. Attendez, je vous dis, dans ce téléphone-là, je vous dis, cher ami, il y a une source de financement ici cruciale qu'on n'exploite pas présentement. 37 000 milliards, l'État ne peut pas les avoir. Vous savez ce qu'il a mis cette année dans l'énergie? 15 milliards seulement. Sur les 37 000 milliards dont on a besoin, c'est quoi? C'est une goutte d'eau dans un océan. L'État ne peut pas faire ce travail. Les besoins de financement sont énormes. Idem pour les routes. Il faut changer de modèle de financement et adopter le modèle de financement populaire. Parce que c'est vous, le peuple, qui avez l'argent. Le peuple du Cameroun, le peuple de la diaspora et les entreprises. Il faut absolument qu'on change de modèle de financement. L'État ne peut pas régler cette affaire, qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Alors, je transforme Eneo en entreprise populaire pour que ce soit vous désormais qui financiez ces projets. L'État n'en a pas les moyens. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il n'en a pas les moyens. Faites le calcul. Nous sommes à 37 000 milliards. Nous avons besoin d'au moins 30 000 mégawatts de puissance installée. Ça n'existe pas encore. C'est à peu près 2 millions de dollars par mégawatt de puissance installée. Et comment vous comptez, en combien de temps comptez-vous mobiliser les 37 000 milliards à travers votre téléphone? Ben, écoutez, d'un claquement du doigt? Mais écoutez, émettez les actions. Prenons par exemple,
L'entreprise qui doit installer les mégawatts de puissance dont je parle, elle le fait en combien de temps? Généralement, techniquement, vous ne pouvez pas le faire en un jour ou deux. Au fur et à mesure de ses besoins, elle lève les fonds facilement. Eneo devient une entreprise populaire. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, il nous faut 28 000 mégawatts de puissance supplémentaire à installer. On les trouve où? Et combien ça va coûter? Ça peut prendre du temps. Je ne sais pas, il faudra demander aux ingénieurs en ce moment. C'est une affaire de quelques mois. Mais au moins, le problème légal et le problème du financement, ils seront réglés assez rapidement. Maintenant, c'est le problème de la réalisation technique qui peut prendre du temps. Parce qu'il faut construire selon les normes de l'art. Je ne pense pas que... On a beaucoup de sources d'énergie. Il y a les barrages, mais il y a également d'autres sources d'énergie solaire. Et certainement, on en aura d'autres. Mais là, je ne peux pas vous dire à ce moment-ci combien de temps ça prendra. Mais on peut le faire, je pense, en quelques mois. Mais vous aurez dû faire, il me semble, parce que c'est une question capitale, docteur Abbé, vous aurez pu faire, par exemple, une simulation, parce que les questions d'accès à l'électricité sont des questions qui sont pertinentes, non seulement pour les ménages, mais parce que cela va avoir un impact sur l'industrialisation qui doit être un levier important de développement économique. Je veux dire que dans le programme, puisqu'il parlait du programme tout à l'heure, avec la mécanique que vous allez mettre en place, on a un septennat, c'est 7 ans, hein. Oui. Au bout de combien de temps on sera en mesure d'avoir une amélioration significative en termes d'amélioration, n'est-ce pas, de la quantité d'énergie pour pouvoir espérer que dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 30 ans, on doit rattraper le gap qu'il y a entre ce qu'on produit aujourd'hui et ce dont on a besoin pour pouvoir donner un coup de pouce, par exemple, à l'industrialisation, pour ne prendre cet exemple-là. Oui, mais je vous dis, j'ai décompris le problème en 3 problèmes. Le problème légal, ça se règle en quelques semaines. Ouais. Le problème financier, ça se règle en quelques jours. Une fois qu'on installe l'application et le système fiscal et incitatif, on le règle en quelques semaines. Mais le problème technique, non, comment vous dites? Non, je vous dis qu'il y a 24 000 milliards. Allez vérifier. Ça tourne tout le temps. Regardez le niveau des transactions mobile money. Je vous dis que le problème du financement sera résolu en quelques semaines. Mais vous êtes en train de parler d'un chiffre. Non, le problème technique, attendez. Le problème technique de construction de barrages électriques. Je pense qu'on peut construire un barrage lorsque le financement est prêt, en moins de 3 mois. Hein? Ah, pardon, pas 3 mois, 3 ans. Il y a les sources d'énergie alternatives. Bon, je pense qu'à moins de 3 ans, on peut quand même régler ce problème. Puisque sa question portait sur les facteurs de production, voilà. Et je crois qu'en amont, il y a une autre question sur la question de la production, booster la production pour permettre justement de réduire le déficit de la balance commerciale, puisqu'on est parti sur la question de la balance de paiement. Donc, il y a le premier levier qui est l'accès à l'énergie. Le deuxième facteur... il y a l'accès à l'eau, oui. Il y a les infrastructures de transport, parce qu'il faut faire tout cela. C'est la même mécanique que vous mettez en place? Bien sûr, parce que... Pour la question de... Bien sûr, oui. Parce que si vous faites les calculs, l'État n'a pas les moyens d'apporter de l'eau à tout le monde au Cameroun. Moi, j'aime bien, pardonnez-moi, j'aime bien revenir sur ce plan-là. Sur la question des infrastructures, étant donné qu'on veut gérer 300 millions de personnes sur un territoire qui est, en gros, la population des États-Unis, sur un territoire qui est à la taille de la Californie, l'État de Californie, vous devez avoir un système routier qui va désenclaver tout le pays. Ce que je montre souvent là sont les grands axes autoroutiers, peut-être 10 voies dans chaque sens, pour justement permettre aux gens de fluidifier la circulation. Pendant qu'on les construit, on aménage 2 tuyaux en bas, enfin 2 canalisations en bas, pour faire circuler tout ce qui est liquide et tout ce qui est électrique. On les aménage parce qu'on le fait. Et tout ça se fait en quoi? En 18 mois. Parce qu'en 18 mois, on peut construire 100 km, vous donnez une centaine d'entreprises. Docteur, pour qu'on ne se mêle pas les pédales, vous parlez des voies de communication, il me semble que là, vous parlez des vecteurs de développement. Moi, je suis dans les facteurs, n'est-ce pas, de production. Je vous ai demandé, comment est-ce que vous comptez financer l'énergie? Vous me dites que vous pouvez mobiliser 37 000 milliards à partir de votre téléphone, à partir d'une application. Je ne sais pas si vous avez un modèle similaire ailleurs, mais moi, il me semble que ce n'est pas réaliste. Parce que vous avez tout fait de donner le chiffre d'affaires. Je ne sais pas encore qu'il faudrait que je le vérifie, il faudrait facturer. Si vous donnez le chiffre d'affaires opéré par les opérateurs économiques à travers le monde, ça c'est leur chiffre d'affaires. Et c'est dans ce chiffre d'affaires que vous comptez préférer un prélèvement de taux, mais vous n'allez pas aller prendre tout l'argent parce que, attendez, dans le chiffre d'affaires que vous évoquez,
chiffre d'affaires certainement communiqué par les opérateurs. Sachez que vous avez le in, vous avez le out. Vous croyez qu'ils ont été minimisés? Il ne faut pas le chiffre d'affaires, il faut dire les choses. Le volume de transactions n'est pas le chiffre d'affaires. Même s'ils sont réels, le volume de transactions... Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Non, non, je vais dire ceci. Il faut savoir que là-dedans, il y a le in, il y a le out, que vous ne contrôlez pas. Le in et le out, je peux m'envoyer de l'argent à moi-même. Et donc, vous comptez ça comment? Donc, il faut faire très attention en termes de volume. En termes de volume de transactions, en termes de volume de transactions, franchement, vous ne pouvez pas tabler là-dessus pour pouvoir dire que vous allez faire de la mobilité, vous allez mobiliser de l'argent. Je ne sais pas si vous avez un système pareil, mais je doute très fort. Mais la question que je souhaite, c'est-à-dire que les Camerounais qui nous regardent, on connaît tous qu'il y a un problème. Problème d'énergie industrielle, problème d'énergie domestique. C'est-à-dire que dans l'arrière-pays et même, n'est-ce pas, dans les villes, les gens ont de la peine à allumer une lampe de manière constante sur 1 mois, sur 2 mois, sur 6 mois. Les entreprises ont de la peine à pouvoir planifier une bonne production. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher des sources d'énergie alternatives qui leur coûtent parfois très cher. Alors, la question que je souhaite poser au futur président de la République, je vous le souhaite vivement, c'est pour ça que vous êtes là. La question que je souhaite poser, dites aux Camerounais, comment est-ce que vous leur mettez à disposition à minima 5000 mégawatts? Parce qu'aujourd'hui, après étude, c'est ce qu'il faut pour au moins se faire tourner le Cameroun, 5000 mégawatts. Vous avez dit quelque chose qui est exact. La disponibilité actuelle en mixte énergétique, on est à peu près à 2000 mégawatts. En mix énergétique, 1400 pour l'hydro, un peu de... avec les autres... avec les autres 600, qui ont 500. 700, ouais. Donc on est à peu près à 2000. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut pour véritablement faire décoller le Cameroun, il faut 5000 mégawatts. Dites aux Camerounais à peu près, combien est-ce que, en combien de temps vous leur mettez à disposition 3000 mégawatts pour combler le déficit, n'est-ce pas, pour qu'ils aient et de l'énergie domestique et l'énergie industrielle pour faire tourner les industries et maîtriser le coût d'inflation, réduire les importations également. Je viens de dire qu'en moins de 3 ans, on peut installer une puissance électrique suffisante pour booster notre production agricole. Je dis bien moins de 3 ans. Mais ici, ce n'est pas l'État qui va le faire. Il faut que je leur dise également. Vous êtes encore dans un modèle étatiste où l'État dit « je vais faire ça, je vais faire ça ». Je vous dis, l'État n'a pas d'argent. Cette année, il a mis une quinzaine de milliards dans le secteur électrique. Là, on avait besoin de 37 000 milliards. Il n'a pas d'argent pour cela. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Si un candidat vient ici sur cette chaise et vous raconte qu'il va vous mettre cette électricité à disposition, il est en train de raconter des histoires. Il ne sait pas de quoi il parle. L'État n'a pas d'argent, suffisamment d'argent pour faire ce travail parce que les besoins de financement dans ce secteur sont énormes. Il faut laisser ceux qui ont l'argent le faire, c'est-à-dire vous, le peuple de 100 francs, le petit peuple. Hein, à travers vos téléphones, il faut vous laisser financer le développement du Cameroun, le développement des infrastructures électriques. Et on peut le faire très vite. J'ai décomposé le problème en problème légal, ça c'est rapide à faire. Problème financier, lever ces fonds, c'est rapide à faire. Ici, dans ces téléphones, le volume de transactions, pourquoi est-ce que le volume est important? Et pas le chiffre d'affaires. Ce n'est pas l'État qui prend l'argent des entreprises. Le fait que vous achetiez, vous envoyez 100 francs ou 200 francs à quelqu'un, le fait que vous envoyez 200 francs à quelqu'un, par exemple, hein, vous pouvez le faire de manière, par exemple, indirecte. C'est-à-dire ces 200 francs, vous achetez une action qui, peut-être, vous pouvez revendre après, ainsi de suite. Le volume est important pour savoir, pour déterminer la capacité d'une économie à tourner un peu, c'est-à-dire tourner la transaction vers d'autres actions qui sont un peu plus rentables pour l'économie. Par exemple, nous avons des milliards d'argent qui dorment dans les téléphones. Ça ne produit aucun intérêt. Qu'est-ce qui nous empêche, par exemple? Vous avez, disons, 100 francs même, ou 200 francs dans votre téléphone. Au lieu de le laisser dans le téléphone, d'acheter 2 actions. Lorsque vous avez besoin d'argent, vous revendez l'action et vous récupérez 100 francs, peut-être entre-temps même avec une plus-value, et vous faites la transaction dont vous avez besoin. L'idée ici, c'est quoi? C'est de dire que cette source de financement qui est dans les téléphones et qui est totalement inexploitée aujourd'hui, hein, ce n'est pas quelque chose de chimérique. Vous payez beaucoup de choses avec les téléphones. Les factures d'eau, je vois certaines, quand je regarde certaines de ces applications sur les téléphones, on peut acheter beaucoup de choses. Tout ce que je dis, c'est qu'on ajoute les actions des entreprises. Les entreprises populaires qui doivent construire les infrastructures publiques et les entreprises privées qui créent des emplois. Et l'État lui-même peut se refinancer. Moi, je compte d'ailleurs, et j'en profite pour en parler, je compte refinancer toute la dette de l'État, à peu près 15 000 milliards, hein, on est autour de 14-15 000 milliards. Je compte la refinancer entièrement avec ce système. Parce qu'aujourd'hui, l'État paie des intérêts d'1 milliard, plus d'1 milliard par jour aux riches.
Parce que pour avoir, par exemple, un bon du Trésor, il faut à peu près 1 million de francs CFA et un compte de titre avec une balance minimale de 15 millions de francs CFA. Je compte enlever tout ça et ramener les bons du Trésor à 100 francs. Une loi sera passée pour que les bons du Trésor ne dépassent pas l'équivalent de 100 francs et que ces bons du Trésor paient les intérêts tous les jours. Ça va pousser les gens à y aller. Donc l'État lui-même va avoir beaucoup de sources de financement. Donc le modèle étatiste que nous avons là, il est limité. Voilà pourquoi nous n'avançons pas assez vite. Nous ferons la même chose idem pour les infrastructures. Ces infrastructures, cher ami, elles sont des facteurs de production. Parce que si votre fournisseur, si votre fournisseur, si votre fournisseur doit vous fournir de la matière première venant de nos champs, hein, vous devez transformer par exemple les produits agricoles avec les mauvaises routes là. Vous ne pensez pas que si on avait une bonne route, ça aurait impacté comme facteur de production? C'est un vecteur, c'est-à-dire ça entraîne. Ce sont des facteurs. Tout ce qui contribue à la production. Tout ce qui contribue à la production est un facteur de production. Il y a, nous avons parlé des infrastructures en général, il y a le cadre de financement, qui est un facteur de production. Il y a le capital humain, l'éducation, les employés que nous avons, leur capacité à innover, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont un facteur de production. Il y a tout l'environnement juridique, environnement des affaires, en informatisant tout, en numérisant tout, vous améliorez les choses. Maintenant, il y a le facteur de production, en fait, ce n'est pas vraiment un facteur de production, mais c'est une incitation à la taille du marché. Nous devons accélérer l'intégration africaine. Hein, et j'en parle d'ailleurs. Et faciliter. J'ai lu ça. Ce que nous retenons ce soir, docteur, c'est que les Camerounais doivent retenir que pour leur mettre l'eau et l'électricité à disposition, vous allez créer des entreprises populaires que eux-mêmes ils vont financer. Eux-mêmes, ils vont à travers les achats d'actions de 100 francs. Je laisse cela à leur jugement, ils apprécieront. Mais moi, j'aurais souhaité que vous soyez beaucoup plus structurés, leur dire exactement comment est-ce que vous allez lever des financements. Vous pouviez encore me dire que vous allez, n'est-ce pas, rendre beaucoup plus efficients les outils, les leviers de mobilisation de la ressource publique au Cameroun et leur dire exactement comment vous comptez vous y prendre. Mais là, vous avez parlé d'entreprises populaires, achat d'actions à 100 francs. Je laisse, n'est-ce pas, aux téléspectateurs d'apprécier. En tout cas, c'est eux qui vont vous voter, c'est pas moi. Vous aussi, d'ailleurs. Mais plus d'impôts tue l'impôt. Ou l'endettement tue l'économie. Je ne veux pas augmenter les impôts des Camerounais. Trop d'impôts au Cameroun, c'est fini. On va enlever tout cela. Voilà pourquoi je change le système fiscal. Quel est le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun aujourd'hui? Ouf, est-ce que j'ai la statistique? Je crois qu'on est au taux de je ne veux pas dire de bêtises non plus, hein, mais je sais qu'il est assez élevé. Je sais qu'il est assez élevé. Hein, et je sais que les entreprises s'en plaignent, tout le monde s'en plaint. Je crois qu'il est de moins de 15% aujourd'hui. Le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun est de moins de 13%. Il est à peu près à 14% parce qu'on avait décidé d'augmenter jusqu'à 15% du PIB, mais je crois qu'aujourd'hui, il est stabilisé à 15%. Voilà. Non, attends. Si vous parlez du taux d'imposition... Attendez. Le taux d'imposition. Ça m'a fait. Vous parlez du revenu sur le PIB de l'État, c'est ça. Mais est-ce que le taux d'imposition est à 15%? Non, je ne pense pas. Parce que je veux pas dire combien. Moi, j'avais les revenus locatifs. Moi, je veux comprendre. Moi, je m'appelle. Quel est l'intérêt de la question? Parce que moi, ce qui me préoccupe, moi, je souhaiterais, par exemple, puisque on a évoqué la question de la production, on a évoqué la question des facteurs de production, on a évoqué la question de l'endettement. Moi, je souhaiterais, par exemple, qu'on puisse s'intéresser à la question, par exemple, de l'attractivité. On a une autre, par exemple, du GECAM, qui est adressée aux candidats à l'élection présidentielle, qui pose un certain nombre de préoccupations et qui demande justement aux candidats de pouvoir tenir compte de tous ces éléments. Ce serait, par exemple, intéressant, et moi, il me semble, hein, d'avoir l'avis, n'est-ce pas, du candidat sur la question de l'attractivité, du climat des affaires dans notre pays. Parce que là aussi, je crois, c'est un vecteur ou un facteur, je ne sais pas comment vous appelez ça, absolument. de développement. En réalité, justement, ça fait partie de l'attractivité. C'est pour ça que je lui parlais du taux de prélèvement. En réalité, ça fait partie du climat des affaires. Moins il est important, plus le climat est attractif. Et donc, ce que je voudrais que le docteur nous explique, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a tout simplement qu'il y a des niches qui ne sont pas explorées
et qui a l'impôt qui est prélevé aujourd'hui au Cameroun, par exemple, se fait sur une portion qui est très très réduite, sur une base qui est très très réduite, alors qui est de moins de 20%. C'est la même qui paye l'impôt tout le temps. Qui est de moins de 20%. Donc la petite augmentation, même si vous augmentez de 0,5%, c'est la même base qui est très très rétrécie qui va ressentir cela. Alors que le défi, c'est d'élargir la base. Comment est-ce que vous comptez donc élargir la base pour faire en sorte que ceux qui sont taxés aujourd'hui qu'ils sentent moins de la charge et que tout le monde, n'est-ce pas, puisse contribuer un peu pour que... Comment est-ce que vous comptez faire cela pour élargir, n'est-ce pas, la base? Faire passer toutes les transactions dans l'application de l'État. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça le but des téléphones. C'est, ça va faciliter la vie à l'État. Et à tout le monde d'ailleurs. Étant donné que le système est incitatif, c'est-à-dire le système fiscal, il est basé sur tout ce que vous avez reçu, moins tout ce que vous avez dépensé à travers ces téléphones. Tout le monde va l'utiliser. Donc tout le monde va, si vous payez votre employé, même la baie Amselam qui est à côté là, vous payez n'importe qui à travers ce téléphone. L'État sait que la baie Amselam a reçu cet argent. Vous voyez. Donc elle aussi elle sera taxée sur le revenu net. Si elle dépense une partie, y compris pour l'achat des actions ou pour la scolarité de ses enfants, ça va être également pris en compte. Donc tout le monde entre dans le système fiscal. Même ce qu'on appelle entre guillemets secteur informel, il ne sera plus informel. Parce que, étant donné qu'on a la reconnaissance faciale, on sait à peu près dans quel secteur vous êtes, on connaît vos revenus, on connaît vos sorties, vous n'êtes plus dans l'informel. C'est justement ça, le but de ces téléphones-là. En gros, vous digitalisez tout. Tout le monde, exactement. Vous digitalisez tout. Et ça vous permet maintenant de changer complètement le système fiscal et de le simplifier. En combien de temps vous comptez construire la technostructure de digitalisation et quels seront les moyens de financement de cette technostructure? Elle sera prioritaire et ça se fait, les informaticiens vous diront, moi je pense que c'est quelque chose qui peut se faire en 3-6 mois, hein, je pense, hein, parce qu'il y a déjà, on ne réinvente pas la roue, il y a déjà les codes sources. Hein. Ces applications dont je parle, elles existent déjà. L'État peut acheter le code source d'une compagnie et ensuite demander à ses informaticiens de modifier ce code source pour l'adapter à ses besoins. La DG est déjà informatisée. On verra dans quelle mesure on va simplifier encore plus les procédures. Parce qu'il y a, quand on remplit les feuilles d'impôt, c'est trop compliqué. Il va falloir simplifier beaucoup de ces choses. Et je vous ai dit, je me lance le défi de faire tenir le système fiscal sur une page. Docteur, le FMI, dans une note, faisait savoir que la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, inclus aux problèmes sécuritaires dans l'extrême nord, faisait perdre 1% de PIB au Cameroun. Comment vous comptez résoudre ce problème? Non, c'est un problème crucial et c'est d'ailleurs un des problèmes que je compte résoudre en premier avant de finaliser la Constitution. Je compte organiser une conférence sur l'unité nationale à Bamenda, hein, pour que la nouvelle République du Cameroun naisse à Bamenda. Je pense que c'est une crise qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Je ne sais pas si vous me permettez de parler en anglais, parce que c'est surtout nos compatriotes anglais. It's up to you. Thank you very much. It's up to you, doctor. Thank you. So I think this is a crisis that shouldn't have happened. It's unfortunate, but we have to deal with it. So I'm planning to resolve it peacefully by just talking and carving out our new constitution together in Bamenda. So the Constitutional Conference will also be a unity conference that will address at least 3 issues. On the first day, over 3 days. I will chair it myself. I will not send a prime minister or a minister like candidate Biya did. I will chair that conference myself and handle these issues with our Anglophone brothers and sisters as members of the same family, the same nation, Cameroon. Over 3 days at least. On the first day, we're going to identify all problems that led to this conflict. We're going to list them all. It will be presumptuous of me. I have an idea of what led to it. But it will be presumptuous of me to think that I know everything. So I'm going to sit down with you. We're going to lay down one by one all the problems, all the issues that led to this conflict. On the second day, we'll identify the solutions that could be implemented to resolve the problems we identified on the first day. On the third day, we're going to decide on which of these solutions will end up in our new constitution and which could go in non-constitutional documents. So I'm going to resolve it through dialogue. And this dialogue will be inclusive. So those who are in jail, currently in jail, Doctor, those who are currently in jail will be able to participate in our video conference. Doctor, Anglophones yes, are complaining about the problem of marginalization, and they think the only solution to their problem is either federalism or they separate with Cameroon.
what are you going to tell them? Because you say you are going to organize an inclusive dialogue. I agree with that, but I think that's the same solution everybody is proposing. But what exactly are you going to tell Anglophones that, okay, this is the solution to your problem? Are you going to agree with them with the separation, or are you going to agree with them with the federalism? Let me surprise you. Some Anglophones told me that federalism is not the solution to their problems. Okay. Their problem is discrimination, it's lack of respect. For example, they send them in the Anglophone regions judges who have no clue about their way of handling justice, their common law. They send them judges that cannot even speak English. They feel marginalized in terms of nomination. No, they feel marginalized in terms of infrastructure, investment in infrastructure. So we can handle all of that. But this is an idea of the problems that I have. Again, it would be presumptuous of me, and I think it's presumptuous to think that you know about their problems. Let them speak for themselves. Let them organize themselves for that conference through specific associations, and let them speak for themselves before the whole country. And once they've spoken about the problems they've identified, we carve out solutions together during that conference that will finalize our new constitution. So the new republic will be born in Bamenda, and we'll resolve that crisis peacefully. Très bien.